Merci Jean-Pierre, je t'inviterai à prendre place au bout ici. Merci. Comme vous avez pu voir, c'est une étude qui s'adresse d'abord et avant tout aux entreprises, mais on aura aussi quelques messages pour les ordres de gouvernement également qu'on ne se gênera pas de passer et d'envoyer. On voulait que vous ayez du contenu aussi pour vous donner. C'est quoi les meilleurs constats? C'est quoi les meilleures pratiques aussi peut-être à adopter, autant au niveau de la cybersécurité que du côté de l'accès aux données, la valorisation des données. Donc, c'est l'heure de notre premier panel que je vais appeler au fur et à mesure, donc à se joindre à moi ici sur la scène directement. Vous allez voir, c'est un panel qui est diversifié. On l'a voulu ça parce que ça permet justement d'avoir différents points de vue, mais qui partagent en même temps des enjeux qu'ils ont en commun. Donc, on va commencer avec l'animateur du premier panel, qui est Alain Lavoie, président du conseil et cofondateur d'Irosoft et CEO de LexRock AI. Alain Lavoie est de ceux qui ont suivi parfois devancer l'évolution des technologies de l'information et de la gestion électronique de documents au Québec. Il fonde Irosoft en 1995, une entreprise de technologie de services spécialisée dans la valorisation des données structurées et non structurées. La compagnie a été impliquée dans des projets gouvernementaux au Québec, entre autres, mais est également reconnue sur la scène internationale pour ses systèmes législatifs et son expertise dans le domaine de l'information juridique. En 2019, il cofonde la jeune pousse LexRock AI, qui se consacre exclusivement au développement et à la commercialisation de produits utilisant l'intelligence artificielle destinés aux milieux financiers et des assurances, aux cabinets d'avocats et aux départements légaux des grandes entreprises et organisations. C'est aussi notre président du comité à la FCCQ Technologie de l'information et communication. Donc, Alain, je t'inviterai à prendre place sur la scène. Nous avons aussi la chance d'avoir Stéphane Lajoie, qui est directeur général du groupe Clic Santé. Clic Santé que l'on connaît maintenant depuis quelques mois, tout le monde au Québec, et un entrepreneur du secteur des technologies de l'information, originaire d'Allemand, au Lac-Saint-Jean. Il crée, en 1997, un logiciel de gestion de transfert embryonnaire en collaboration avec une équipe de médecins vétérinaires. Il fonde l'entreprise Agricom et développe une clientèle dans le secteur du commerce électronique de produits agricoles, sollicité pour son expertise par les établissements de santé de la région du Lac-Saint-Jean lors de la grippe H1N1. Il crée une solution informatique permettant de contrôler l'achalandage dans les sites de vaccination en distribuant des coupons de rendez-vous électroniques à la population pour leur permettre d'obtenir le vaccin. Soucieux d'offrir cette solution au plus grand nombre et voyant l'efficacité de la plateforme et son appréciation de la part du réseau, il poursuit le développement de celle-ci et collabore avec les différents établissements québécois afin de la personnaliser et de l'adapter le plus possible aux besoins et à la réalité du terrain. C'est dans le contexte de la COVID-19 au printemps dernier que Trimos Technologies et Clic Santé ont lancé la plus grande campagne de vaccination de masse jamais connue dans l'histoire québécoise. Je suis très heureux de l'avoir avec nous. Bienvenue parmi nous. Voici donc Stéphane Lajoie. On a Louis Jacob, qui est vice-président ingénierie centrale et transformation division canadienne chez Manuvie. Louis Jacob est à l'avant-garde de la transformation numérique de Manuvie. Il est responsable aussi de la mise en place des capacités numériques dans les domaines du web, du mobile, des canaux et de la gestion des relations, ainsi que des outils fondamentaux tels que la gestion de l'accès aux identités et les services de confiance aux utilisateurs. Il est également responsable de la transformation de l'ingénierie, incluant l'Académie interne d'ingénierie de Manuvie. Louis est également membre du conseil d'administration du Conseil d'identification et d'authentification numérique du Canada, un organisme sans but lucratif qui vise à faire progresser les capacités d'identification pour tous les Canadiens en réunissant des membres des secteurs publics et privés. Bienvenue parmi nous. Et enfin, nous aurons la chance d'avoir Isabelle Gagnon, qui est chef principal affaires gouvernementales, fédérales et Québec pour AstraZeneca Canada, mais également présidente du comité des sciences de la vie de la FCCQ. Vous remarquez qu'on met beaucoup en valeur nos présidents de comité dans les 18 comités, donc c'était un des objectifs aussi aujourd'hui. Isabelle possède une grande expérience dotée de succès dans l'industrie médicale et pharmaceutique. Sa vaste expérience inclut les ventes, le développement des affaires, la gestion de comptes stratégiques, l'accès au marché et finalement les relations gouvernementales et les politiques de santé. Isabelle est une professionnelle passionnée et impliquée dans différents
comités, notamment à la FCCQ, mais aussi chez Montréal In Vivo, le CEPSEM, et plus récemment avec Montréal International pour la zone IA en santé. Alors, je vous cède la parole, Alain, pour animer ce magnifique panel. Il y aura une période de questions de 15 minutes aussi à la fin. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, dans le chat pour les gens qui sont en virtuel, ou levez votre main. On a nos collègues qui vont venir vous voir avec les micros. Bon panel. Merci, Philippe. Bonjour tout le monde. Bonjour, mais je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. Parfait. Okay. Philippe, j'avais peur que avec tous nos bios, que tu prennes du temps sur notre panel, mais ça a l'air que c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va essayer, premièrement, Jean-Pierre, bravo pour l'étude. Moi, j'ai un feu d'artifice de questions dans ma tête, mais je vais poser les questions aux panélistes, puis on verra comment on va amener ça. On va procéder en quatre étapes. La première étape, ça va être un tour de table, vous présenter, dire qu'est-ce que vous faites, comment ça vous interpelle. Une deuxième étape, ça va être pour la cybersécurité. Troisième, sur toute la question de la valorisation. Puis en dernier, on va revenir sur le PL64 que je pense que tout le monde doit connaître, mais on va jaser de ça aussi parce que c'est en lien avec ce qu'on dit. Donc, comme on dirait, have fun, tout le monde. Donc, Louis, je vais commencer par toi. Tu travailles chez Manuvie. Ce qui nous a présenté, Jean-Pierre, moi, là, je regarde ça, puis j'ai peur. Là, je suis bouleversé par ce qu'il vient de dire. Mais je me pose la question, on est-tu dans un mode du tournant 2000 avec le bug de l'an 2000, puis que là, le bug s'en venait, puis que tout le monde shakeait, puis c'est pas arrivé? Est-ce qu'on est dans ce mode-là? Donc, selon toi, là, est-ce qu'on surestime cette importance-là de ce que Jean-Pierre nous a donné, des cybermenaces, ou c'est bien réel chez vous, chez Manuvie? Puis j'aimerais ça que tu présentes ce que tu fais chez Manuvie en même temps. Oui, en fait, moi, j'ai, peut-être un peu de contexte. Mon rôle, en fait, est, je dirais, au niveau vraiment d'ingénierie. Donc, s'assurer que quand on bâtit des logiciels, que la sécurité soit prise en considération comme un élément important de tout ce qu'on fait. Donc, il y avait des éléments qu'on parlait du training, des choses comme ça. Donc, pour nous, évidemment, c'est très important. On s'assure que tous nos ingénieurs aient un minimum de connaissances au niveau de la sécurité. On parle de choses comme OWASP, qui est quelque chose de très populaire en termes de les 10 threats les plus communs, excusez les anglicismes. Mon rôle est vraiment principalement, si vous voulez, au début de la chaîne. Donc, évidemment, il y a des équipes plus tard dans le processus qui font des validations additionnelles. Mais essentiellement, pour moi, c'est vraiment de s'occuper qu'on utilise vraiment les bons principes d'ingénierie, qu'on utilise les principes d'automatisation au niveau que ce soit DevOps ou le DevSecOps, qui est très populaire aujourd'hui. Donc, je vous dirais, en fait, non, je pense que contrairement au bug de l'an 2000 où les gens pensaient qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer, puis évidemment, dans certains cas, il y a eu beaucoup de changements nécessaires, mais je pense qu'on voit les faits qui se passent un peu partout à travers le monde, comme quoi c'est bien réel. Puis on voit justement, j'ai mis le point sur la démocratisation justement de ça, des cyberattaques. Donc, aujourd'hui, c'est facile d'acheter un kit d'attaque, si vous voulez, puis de vous lancer en business dans le domaine. Ce qui veut dire évidemment que toutes les grandes entreprises, les petites entreprises sont à risque d'être attaquées. On voit aussi la sophistication des attaques qui augmente dans les dernières années. Si on pense juste cet été, Kesaya, une firme de logiciels qui a été attaquée finalement pour ultimement attaquer des milliers de leurs clients. Donc, qui ne sont souvent pas des grandes entreprises, mais plutôt des entreprises de petite, moyenne taille. Donc, encore une fois, je vous dirais que, contrairement au bug de l'an 2000, c'est bien réel. Et puis, c'est une préoccupation de chaque jour pour une compagnie comme Manuvie. Et Manuvie peut avoir des gens comme toi, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui ont ça. Donc, essentiellement, ça prendrait des gens comme toi dans toutes les entreprises ou se faire accompagner par des firmes externes. Exactement. Je vais passer à ton tour à Stéphane maintenant. Stéphane, on t'a présenté Clic Santé, groupe Clic Santé. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez fait dans les derniers mois. Vous avez joué pas mal avec la donnée.
Puis comment vous avez un peu protégé ça, puis comment on peut s'assurer? Explique-nous ça, puis comment ça nous interpellait, tout le monde dans la salle, de ce que vous avez fait avec Clic Santé. En fait, on avait un défi qui était d'organiser la campagne de vaccination. Donc, on avait 6 millions de personnes à vacciner 2 fois avec 3 produits différents. Et puis, donc, ça supposait beaucoup d'informations à manipuler, beaucoup de données personnelles. Donc, le défi pour notre entreprise, c'était de s'assurer d'être en mesure de bien protéger la confidentialité des données des utilisateurs, des patients. Puis, on avait à la fois à déployer dans l'ensemble du réseau de la santé et des partenaires qui étaient invités à participer à cette campagne-là, disons-le, atypique, là, puis je pense entre autres aux pharmacies. Donc, déployer des applications de prise de rendez-vous qu'on appelle, nous autres, des centrales de rendez-vous virtuelles. Fait que tout se passait dans le monde virtuel. Donc, des déploiements massifs, modulaires aussi. Donc, on devait adapter ces outils-là à différentes clientèles. Donc, les défis étaient grands au niveau de la protection de l'information puis de la protection des données parce qu'on était appelé à modifier et à s'adapter fréquemment aux alinéas de la campagne, notamment à l'effet que l'approvisionnement était irrégulier. Donc, on devait devancer des rendez-vous, permettre d'interchanger des sites de vaccination, etc. Donc, il y avait des défis pour nous qui étaient le avant, que je dirais, à savoir qu'on devait être, on est allé chercher les certifications. Puis ça, en matière, je dirais, de prévenance, on était déjà dans ce processus-là. Et quand on est arrivé au mois de novembre, on avait notre certification. Mais c'était des grands défis, là. Donc, vous avez collecté de la donnée, vous avez été chercher la certification. Louis, chez vous, est-ce que vous avez une certification aussi ou parce que vous en collectez de la donnée, là, j'imagine, en tout cas chez Manuvie, on doit collecter de la donnée, là, mais est-ce que vous aviez une certification? Je ne sais pas si je dirais le mot certification, mais certainement on est régi par l'OSFI, par exemple. Il y a aussi, évidemment, beaucoup de standards de sécurité auxquels on fait affaire, mais il y a aussi les ententes qu'on a avec nos clients, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire dans plusieurs cas. Donc, comme on est en grande partie une business qui fait affaire avec d'autres business, par exemple. Donc, il y a tout ce jeu de contraintes-là avec lequel il faut gérer chaque jour. Isabelle, bienvenue. Chez AstraZeneca, j'imagine que la thématique de la valorisation des données, ça doit être un sujet qui t'interpelle et interpelle beaucoup ta compagnie. Explique-moi un peu ce que tu fais chez AstraZeneca, puis aussi comment tu vois ça dans ce contexte de la valorisation des données. Parfait. Mais je voudrais commencer, Alain, pour remercier la FFCCQ de m'avoir invité, Charles, Philippe, Mathieu. Je suis vraiment contente d'être là, d'avoir dépoussiéré mes talons hauts. Vraiment. Alors, effectivement, je suis chef principal des affaires gouvernementales. Donc, pendant la crise du vaccin au printemps, j'étais là pour coordonner le tout sur l'accessibilité au vaccin avec le gouvernement, le cabinet. Mais oui, ça m'interpelle tellement le sujet des données, même ceux qui me connaissent bien ou les mauvaises langues diraient « partez-la pas sur ce sujet », mais là, il est trop tard. Je suis partie. Donc, mais ça m'interpelle, ça interpelle AstraZeneca, puis toutes les entreprises en sciences de la vie, mais pas juste nous, autant pour le gouvernement, puis autant aussi pour la population. Quand on pense à la course au vaccin, pourquoi qu'on est arrivé si vite à avoir accès à des vaccins? C'est parce que le monde entier, le monde scientifique s'est mis ensemble, a partagé leurs données pour qu'on aille plus vite cet accès-là, parce que la recherche, on le sait, ça prend des années. Même Québec a été quand même précurseur parce qu'en 2017, ils ont lancé la stratégie des sciences de la vie. Donc, c'est le gouvernement libéral qui avait lancé cette stratégie-là. C'était une association entre le ministère de l'Économie et le ministère de la Santé pour lancer cette stratégie-là. Puis, les deux principaux objectifs de cette stratégie-là, c'est encore, la médecine de précision et l'accès aux données en santé. Donc,
Même le gouvernement Legault, quand il a pris le pouvoir, ils ont trouvé que c'était une bonne stratégie. Puis c'est rare qu'ils peuvent trouver que les libéraux font des bonnes choses. Mais celle-là, ils l'ont gardée parce que justement, c'est une bonne stratégie. On peut penser aussi, j'ai plein d'exemples en tête, le ministre Dubé qui prolonge l'état d'urgence, même si ça fait pas, ça crée de la tollée. Il y a besoin d'avoir des données en santé pour lutter contre la pandémie. Il le dit, il a toujours son iPad durant ses conférences de presse. Il a besoin des données pour arrêter de naviguer à vue dans cette lutte-là. On peut penser aussi, même nous autres, on est rendus accro aux données. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'été passé, l'été 2020, quand le gouvernement a dit, bon, durant l'été, on va arrêter de publier les données sur la COVID, puis tout ça, on va prendre une pause pour l'été. Il y a tellement eu un tollé qu'ils ont été obligés de reculer. Même la population voulait savoir, il y a combien de cas, combien d'hospitalisations. Même, moi, je l'avoue, là, je regarde ça, là, j'ai des alertes sur mon téléphone, là, je suis ça continuellement. Puis, pour finir, comme Jean-Pierre le disait si bien dans son étude, c'est vraiment les données médicales en santé vont permettre d'optimiser les soins dans le réseau de la santé, avoir des meilleures recherches cliniques, des soins efficients, puis mesurer aussi qu'est-ce qu'on fait. On va revenir, gardez-en pour tantôt, Oui, on va revenir dans notre thématique. Donc, on va démarrer le volet sur la cybersécurité. Jean-Pierre, tu nous disais que 2/3 des entreprises ont dévoué des ressources pour connaître leur vulnérabilité par rapport à la cybersécurité, que 50% des entreprises croient qu'ils ont des mesures de protection, qui sont protégées. Donc, ça veut dire, si on prend le 2/3 du 50%, le 50% du 2/3, ça veut dire que c'est un tiers, finalement, qui croit que tout est bon, puis qu'on peut Louis, puis tu peux embarquer, Jean-Pierre. Louis, tu es dans cet univers-là. J'aimerais t'entendre sur ces statistiques-là, parce que, puis de ton expérience, est-ce qu'on pense qu'on est protégé, mais est-ce qu'on l'est vraiment protégé? Puis peut-être que c'est juste la pointe de l'iceberg, là, essentiellement. Qu'est-ce que tu en penses? Quel message que tu voudrais donner à des entreprises, essentiellement? Bien, je dois avouer, j'étais un peu surpris par la statistique quand je l'ai vue. Je pense qu'il y a un petit peu un aspect autruche, dans le sens qu'on ignore un peu la réalité. Je pense qu'il y a de plus en plus d'informations disponibles. On le voit dans les médias et tout. Donc, je pense qu'il y a quand même, je dirais qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui pense à la sécurité. Maintenant, je pense qu'il y a un besoin d'avoir de plus en plus d'éducation à ce sujet-là, surtout auprès des entrepreneurs. On parlait de choses comme des pentests, des choses comme ça. Donc, il y a aussi, je pense, un minimum qu'il faut faire. Mais aussi, il faut prévoir qu'est-ce qu'on ferait. Puis le 20% des gens qui ont pensé à ça, c'est pour moi la donnée la plus inquiétante. C'est si jamais on est victime, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc, est-ce qu'on a des copies des données? Est-ce qu'on a des systèmes qui sont capables d'être résilients? Puis, aujourd'hui, un des gros trends en sécurité, c'est s'assurer, bon, si jamais il y a une brèche, que la brèche, de minimiser les dégâts. Pour faire un exemple simpliste de ça, si on pense une compagnie de carte de crédit qui se ferait attaquer, si les gens peuvent avoir juste les numéros de carte de crédit sans le code, sans la date, sans l'information, ça rend les données avec peu de valeur. Donc, encore une fois, on pense que la majorité des attaques sont motivées par les besoins économiques. C'est sûr qu'il faut un plan. Là. En fait, toutes les compagnies devraient avoir un plan. Pour te parler, il y a 20% des compagnies qui ont un plan. Moi, ce qui me fait peur, essentiellement, c'est que, tu sais, on a un plan de secours pour sortir en cas de feu. Là. Bien, en cas d'attaque de cybersécurité, ce qui me fait peur, puis en cas de feu, là, on prend tout pour acquis, là, que les pompiers vont se pointer, qu'ils vont éteindre le feu et tout. Je ne suis pas si sûr que ça qu'on va avoir des pompiers assez en quantité suffisante dans le monde de la cybersécurité pour venir éteindre tous les feux qui sont en train de partir là, en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? Bien, c'est une inquiétude qu'on a soulevée dans l'étude, notamment sur le manque de talent. Donc, c'est encore pour régler les problèmes. Là. Donc, c'est un incitatif pour prévenir le plus possible encore. Il faut avoir en tête que même ces attaques-là sont tellement rendues avancées. Là, ils vont même cibler les moments où on est le plus vulnérable. C'est genre Noël. Personne n'est là.
Ça va prendre 3-4 jours avant qu'on s'en rende compte. Puis bang, la demande de rançon va arriver. Fait que c'est un beau temps des fêtes, plus une histoire vraie que je raconte. Là. Surtout dans le contexte de la COVID, là, on s'est tout viré, là, Saint-Dicenne. On a tout. En fait, on s'est équipé, tout le monde, pour un problème qu'on pensait temporaire, qui devient donc des serveurs moins protégés, ces choses-là. Puis là, ça devient plus permanent, mais ça a ouvert plein de brèches. Toi Stéphane, chez vous, j'imagine que vous n'avez pas... Là, vous étiez dans le COVID, il fallait faire l'application, il fallait tout faire. On prenait les mesures. Qu'est-ce qu'il y en était de ton côté? On était extrêmement sensibilisés, parce que comme je disais tout à l'heure, on venait de franchir toutes les étapes de la certification. Ça n'avait pas été une mince affaire parce qu'on devait certifier un produit en mode info-nuagique. Donc, on n'était pas encore tout à fait adapté, même au niveau des organisations qui s'occupent d'encadrer l'homologation pour ce genre de service-là. Donc, il a fallu être créatif. Mais on est arrivé, d'une part, on est arrivé prêt. À tout le monde, on pensait qu'on l'était parce qu'on dit, bon, on s'enligne sur un marathon, nos systèmes sont sécurisés, on a les chefs de la sécurité, la structure, l'infrastructure. Je pense qu'on avait travaillé fort pour s'assurer de suivre toutes les meilleures pratiques. Mais ce qui était difficile, c'était les changements fréquents qui faisaient en sorte qu'on devait recalibrer ou s'assurer qu'on allait conserver la performance du système, donc la capacité de transférer des coupons de rendez-vous au rythme que le gouvernement voulait vacciner les gens. Puis, d'autre part, s'assurer que la sécurité tenait. Donc, des tests et des audits, là, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Donc, on a baigné là-dedans. Puis, on est devenu très populaire, je pense même au niveau des hackers, mais pas nécessairement parce qu'on avait de l'information de valeur, en tout cas, tout le moins, ce n'était pas des transactions monétaires, mais juste pour le privilège de groupe, des fois, de dire « Ah, j'ai trouvé une faille ou quelque chose comme ça. » Donc, on était même informé qu'on était très populaire de ce côté-là. Puis, malgré tout, ça a bien été. C'est très, très, très réconfortant de savoir qu'on l'a fait, mais on l'a bien fait là, quand on a fait ça au niveau du gouvernement. Par contre, je vais faire rebondir ce que dans le rapport, on parle beaucoup d'informer les gens. Il va falloir informer les gens, puis je pense que ça commence par toutes les chambres de commerce, de pouvoir informer leurs membres, les sensibiliser. Puis je pense que la Fédération va faire des initiatives, je pense. Tous les experts là, externes, on le sait qu'on ne pourra pas avoir des grands experts à l'interne dans toutes les organisations, mais les gens qui offrent ces services-là, il faudrait qu'ils commencent à vraiment prévoir un package, quelque chose d'accessible, s'assurer que c'est facilement compréhensible, parce que ce n'est pas toujours évident. Fait que je pense qu'on doit être là-dedans. Ça existe déjà. Fait qu'il y a peut-être un peu de marketing à faire en même temps que la sensibilisation va se faire. Mais le marché là, du service conseil de ce côté-là, je pense qu'il y a aussi son rôle à jouer, à dire OK, on va simplifier les affaires, étape 1, 2, 3, 4. Fait qu'il y a quelque chose. Avec un certain volume, je pense que ça va être plus accessible aux organisations. Puis il y a des nouveaux, quand j'ai dit on va manquer de pompiers, on pense souvent aux compagnies d'informatique qui vont nous aider, mais on voit un changement, un pivot qui se fait maintenant dans les cabinets d'avocats, dans les sociétés comptables qui vont vous offrir ces services-là de vérifier si vos données sont sécurisées, ces choses-là, votre plan de sécurité. Je vais te partir encore, Isabelle. Et toi, chez vous, chez AstraZeneca, j'imagine qu'on la capte, la donnée, mais on ne la protège pas à peu près, là. Oui, pas besoin de te dire qu'on a des systèmes de sécurité très, très poussés. C'est sûr qu'on est une multinationale, donc pour nous, c'est hyper important. Mais on fait partie de la statistique des 33% des compagnies qui forment leurs employés à chaque année, peu importe ton poste dans la compagnie. Puis je dis pour AstraZeneca, mais je pourrais dire dans n'importe quelle autre compagnie médicale ou pharmaceutique. À chaque année, on doit se faire certifier. On a des cours et des évaluations sur la protection de la confidentialité des données, la cybersécurité, justement, parce qu'il explique justement dans l'étude que ça passe souvent par l'humain. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est qu'on suspecte, à qui on s'adresse. Donc, c'est vraiment très important. Merci. C'est sûr qu'on aurait pu parler de cybersécurité pendant encore 45 minutes, mais il faut pas.
l'étude parlait d'autres choses. Donc, on parlait de la valorisation des données maintenant. Tout le monde connaît la grande citation de Clive Humby, un mathématicien en 2006, qui disait que la donnée est le nouveau pétrole. Ça a été repris plusieurs fois par d'autres mondes. Dans l'étude, tu mentionnes que dans le domaine de la santé, Jean-Pierre, l'analyse prédictive, c'est vraiment important et que cette donnée-là pourrait changer beaucoup de choses. Moi, puis tu parles aussi de l'analyse prédictive dans le contexte de la santé personnalisée. Je pense sincèrement, personnellement, je le pense, là, essentiellement, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, surtout avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire beaucoup de choses au niveau de la santé. Isabelle, je repars avec toi. J'imagine que vous en faites, ça vous influence, ces choses-là, chez AstraZeneca. Vous faites de la recherche avec de l'analyse prédictive à partir du big data, là. Oui. C'est sûr que je ne suis pas une spécialiste de recherche, mais par contre, je voudrais commencer ce segment-là en disant, Alain, que les compagnies médicales pharmaceutiques, ils ne cherchent pas à accéder à de l'information personnelle des individus. C'est vraiment des banques de données. On se souvient du ministre Fitzgibbon l'été passé. Donc, ouais, ça a fait pas mal la TVA puis RDI, là. Oui, exactement, qui voulait vendre la donnée aux compagnies pharmaceutiques. Donc, je vous arrête tout de suite. C'est pas ça le principe. C'est juste, c'était mal exprimé, disons-le. On cherche à accéder à des banques de données. Donc, une population donnée pour pouvoir mieux prédire justement un meilleur recrutement des patients pour la recherche clinique, mais par exemple aussi d'évaluer si les traitements fonctionnent. Donc, c'est important d'évaluer ça pour qu'on puisse payer pour des traitements qui fonctionnent, puis arrêter de payer pour des traitements qui ne fonctionnent pas. Donc, ou même les pauvres patients qui souvent vont avoir une chimiothérapie, puis là, oups, on se rend compte que ça n'a pas marché, oui. Ils vont subir une deuxième. C'est très éprouvant, là. On a besoin de mesurer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis vraiment, ce qu'on parlait tout à l'heure, offrir de la médecine personnalisée pour chaque patient. Dans l'étude, Jean-Pierre t'a parlé de fiducie, puis pour que les gens comprennent les fiducies de données, c'est une des actions qu'il va probablement faire. En fait, c'est de prendre les données, les mettre à un endroit dans un tiers de confiance, ouais. et là, dire aux gens, bien, vous pouvez venir dans cet entrepôt de données-là qui est mis, vous pouvez entraîner vos modèles, vous pouvez faire, mais vous ne pouvez jamais partir avec les données. Donc, les gens peuvent faire leurs études à partir de ça. Et ça, on le voit un peu partout dans le monde, là, et surtout, si on veut avoir des gens qui puissent collaborer, des chercheurs qui puissent collaborer, des entreprises, ça prend ces choses-là. Louis, chez vous, est-ce que vous avez ça, des data lakes, puis j'imagine que vous avez des entrepôts de données, là, où vous colligez tout ça, où vous avez fait un peu la fiducie de données, mais à l'interne, d'une certaine manière, où vous mettez vos données tout à un endroit? Oui, il y a eu une grande évolution au niveau des 10 dernières années sur comment on traite les données, je dirais autant au niveau d'avoir la gouvernance appropriée, mais il y a aussi plusieurs facteurs en termes de qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, l'anonymisation, mais il y a aussi le traitement géographique des données qui est très important aujourd'hui. Donc, je dirais, oui, tout ce que tu as nommé là, de diverses façons, existe chez nous. Je dirais, l'aspect complexe, c'est pas seulement l'aspect purement technologique, c'est vraiment l'aspect comment tout ça fonctionne au niveau de rencontrer nos obligations avec nos clients, avec les législateurs et tout. Donc, la technologie est là, ça fonctionne bien. C'est vraiment plus l'aspect gouvernance. Puis je te dirais, un enjeu de taille qu'une compagnie comme Manuvie a, c'est la quantité de données aussi. Donc, juste être capable de savoir qu'est-ce que les données sont. Puis on a vu, il y a plusieurs exemples au Canada d'organisations qui ont passé à travers une grande transformation où une grande portion des coûts était juste de comprendre même qu'est-ce qu'il y avait comme données. Donc, pour nous, évidemment, on parle de données non structurées, mais des données non structurées qui n'ont pas de dictionnaire associé, ça a très peu de valeur, là, donc autant pour nos clients que pour nous.
Donc, il y a vraiment tous ces aspects-là qu'il faut considérer. Donc, je te dirais que c'est beaucoup plus un problème business, gouvernance, qu'un problème purement tech. Et j'aime ça, je vais faire dire, bon, souvent je vais dire à mes clients, ça prend une architecture de données. Tu dois savoir comment circule la donnée dans ton organisation. Et c'est là qu'on parle de la gouvernance. Qui a le droit de toucher à cette donnée-là, comment tu la protèges, où elle se trouve, qui sont les gens c'est quoi nos plans pour vérifier si la donnée est correcte ou pas, l'intégrité de cette donnée-là. Mais ça, c'est juste des plans. Hein. Quand on dit, là, c'est vraiment de savoir, d'avoir juste l'inventaire. Je vous donne un défi, là, à regarder, essayez juste de faire l'inventaire des données sensibles dans votre organisation, puis de les mettre sur un serveur. Si tu en penses, Jean-Pierre, ça doit être ça que tu as été client aussi. On n'est pas pire, mais tu sais, nous autres, on a des plateformes, un zoo là, de ce monde, là, tu sais, mais ils ne parlent pas à nos RH, là, tu sais, on n'est pas intégré encore, on est encore une PME à 25-30 personnes, mais on veut le faire, tu sais, mais des fois, c'est ça, on ne peut pas toutes les faire en même temps, mais c'est possible de jumeler des informations. Il y a des organisations, je rêverais d'avoir accès à leurs données là, pour aller chercher. Je suis sûr que tout le monde ici a de la donnée qui dort, puis qu'on pourrait faire de quoi d'intelligent avec. Mais je pense que tu es là-dedans pas mal. Il faut avoir le souci d'aller chercher de l'information. C'est de l'aide à la décision. Sinon, on ne peut pas juste se fier au feeling. Là. C'est rendu fondamental. C'est que vous voyez le lien, là, c'est-à-dire si on fait l'inventaire de ce qu'on a, si on est capable de mettre ça, je vais envoyer des termes, là, un plan de classification qui classifie nos données comme il faut, bien, on est en mesure, un, de mieux les protéger, deux, de faire une valorisation de ça. Isabelle, tu voulais dire un mot? Oui, je voudrais rajouter justement un bel exemple. Les compagnies pharmaceutiques, ils ont des bibliothèques de centaines de milliers de molécules qui ont un potentiel qui demeure inconnu. Donc, on ne sait pas quel traitement que ça pourrait générer. Donc, l'accès à ces données-là, plus couplé à l'intelligence artificielle, ça nous permettrait d'accélérer la recherche clinique puis d'essayer de faire des genres essais-erreurs en laboratoire. Fait que le but de la valorisation, c'est vraiment de permettre à des décideurs de prendre des bonnes décisions à partir de leurs données. Stéphane, moi j'ai regardé un reportage à la télé là, de M. Dubé, là, que les caméras le suivaient, là, puis les tableaux de bord, là, il voulait avoir ces tableaux de bord sur l'avancement de la vaccination. J'imagine qu'il utilisait un petit peu tes données pour pouvoir faire ça. Explique-nous donc ça. Un petit peu beaucoup, oui. En fait, c'est un des secrets du succès de la campagne. On a eu une opportunité extraordinaire. Non seulement on a lancé une technologie, mais on a créé en parallèle un réseau. On a déployé 3000 sites de vaccination dans le Québec. Et puis, on a centralisé toute l'information sur une même porte d'entrée et on a uniformisé toute cette information-là. Donc, on avait un potentiel extraordinaire de valoriser de la donnée prédictive. Vraiment prédictive, parce que nous, ce qu'on distribuait, c'était des rendez-vous. Fait que pensez-y, un rendez-vous, c'est quelque chose qu'on va réserver à l'avance. Donc, on était capable de savoir à l'avance qu'est-ce qui allait se passer dans 10, 15, 20 jours, où on allait manquer de ressources et où on allait en avoir trop. Donc, c'est ces informations-là qu'on transmettait aux décideurs pour leur permettre de s'ajuster avant qu'un manque ou un surplus de ressources survienne pour s'assurer d'optimiser le potentiel de vaccination. C'était un outil extraordinaire qui est encore utilisé aujourd'hui, mais anonymisé, il faut bien le dire. C'est des données anonymisées. On n'a pas C'est un bel exemple, en tout cas. Là. Puis j'imagine, on appelle ça du business intelligence dans l'intelligence d'affaires, essentiellement, mais c'est un bel exemple de la valorisation des données. Tu cherches un exemple, là, ça en est un très bel exemple. Optimiser les approvisionnements, les ressources humaines, tu sais, il y a vraiment des gains très concrets de cette valorisation-là. On va aller au troisième volet, qui est mon petit dada, là, essentiellement, le PL 64, le PL 64, c'est la loi modernisant les dispositions, je vais vous la lire, là, des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels et qui est entrée en vigueur dernièrement. En fait, ce que ça vient vous dire, puis la FCCQ, on a travaillé en tant que président du comité d'éthique, puis tout le monde, on a déposé un mémoire auprès du ministère, puis en commission parlementaire. Puis on est encore en discussion avec le ministre pour voir comment ça va
atterrir cette chose-là. Vous comprenez, il faut tout mettre ça en lien, là. Les cyberattaques d'un côté, la valorisation de l'autre côté, le gouvernement qui nous dit fais attention aux données parce que sinon je vais peut-être te taper sur les doigts. Par quel bout on prend tout ça, là, cette affaire-là? Comment tu priorises ça, toi, Stéphane, chez vous, là, toutes ces affaires-là? Bon, moi, c'est clairement par la protection de la confidentialité des données au niveau des utilisateurs. Parce que, vous savez, l'autre secret de la campagne, c'est le niveau de participation, le taux d'utilisation qui nous a permis de générer, de récupérer des milliers d'heures en gain d'efficience dans le réseau de la santé. Pensez-y, à chaque fois que quelqu'un prenait son rendez-vous sur Clic Santé, c'est 5 à 7 minutes qu'on venait récupérer dans le réseau de la santé. Fait que pour que ça ait réussi, il a fallu d'une part d'avoir, oui, un système simple, efficace, facile d'accès, mais il fallait aussi que les gens aient confiance au système, qu'ils aient confiance qu'on allait utiliser leurs données, ce pourquoi ils avaient participé. Donc, c'est toute la notion de consentement qui est importante pour nous autres dans ce contexte-là. On s'est assuré que les données ne soient utilisées que dans le cadre du consentement de la population. Puis je pense que la population s'est sentie en confiance. Puis si on veut continuer de faire des choses, des initiatives comme ça dans le futur, il faut s'assurer de maintenir ce lien de confiance. C'est un thème très, 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 très à la mode, l'acceptabilité sociale de l'utilisation des données pour prendre des décisions comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Louis, moi, une des choses que le PL 64 me fait très, très peur, c'est que les grandes entreprises ne veulent plus faire affaire avec les petites entreprises dû au fait que la petite entreprise, s'il y a une fuite de données, bien, la grande entreprise va être pénalisée. Encore une fois, il y a eu des dispositions qui ont été mises dans le projet de loi qui fait qu'on peut gérer ça par contrat. Mais chez vous, là, ça vous fait-tu peur de travailler avec des PME? C'est quoi votre recette pour travailler avec des PME avec Manuvie? Je dirais, écoute, c'est une question de balance. Je pense qu'il y a un aspect, évidemment, tu mentionnais, les attentes de nos clients. Donc, il y a pas, on ne peut pas prioriser là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, les clients demandent qu'on fasse toutes ces choses-là bien. Maintenant, quand c'est trait aux PME, donc je pense qu'on est très conscient en technologie en particulier, mais à travers toutes nos lignes d'affaires, qu'il y a beaucoup d'innovation qui vient des petites entreprises, Montréal, supermarché, Québec, supermarché, beaucoup de bonnes idées. Donc, il y a un besoin réel pour nous, si on veut se différencier, de prendre des risques calculés avec des entreprises peut-être qui n'ont pas des polices d'assurance de milliards de dollars, par exemple, pour justement amener des services que nos clients demandent et qui vont rendre leur expérience meilleure. Donc, je dirais que c'est une question de balance. Donc, évidemment, il y a les gros joueurs avec qui on fait affaire, mais les gros joueurs, souvent, ne se différencient pas au même rythme que les petites entreprises. Donc, je dirais, on a un mix de partenaires qui sont de la petite entreprises de 10-15 employés à des entreprises comme Amazon, Microsoft, comme tu peux imaginer. Donc, je te dirais, c'est vraiment une question de aussi comment on engineer, excuse l'anglicisme, comment on crée la relation, où les données résident, quels sont les contrôles. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Il y a ce qu'on voit dans les mouvements qu'on voit dans les grandes entreprises, c'est de mettre ils appellent ça des bacs à sable, mais c'est des entrepôts de données qui sont des données qui sont un peu dépersonnalisées essentiellement, où les entreprises sont capables de venir travailler avec, puis après ça, quand le modèle, mettons, est fait, ou on a utilisé, ils peuvent l'appliquer sur leurs propres données aussi, essentiellement. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit. Est-ce que, je pense à l'AMF, par exemple, l'Autorité des marchés financiers, qui a des bacs à sable comme ça pour pouvoir aider les entreprises. Est-ce que tu vois cette mouvance-là dans les autres grandes entreprises? Puis je vais te poser la même question après ça pour AstraZeneca. Oui, absolument. Bien, il y a plusieurs modèles d'affaires avec lesquels on peut interagir avec les plus petites entreprises. Je te dirais, souvent, il y a un aspect, quand on fait affaire avec une plus petite entreprise, où
on devient un peu un coach pour les aider à travailler avec les grandes entreprises, que ce soit au niveau légal, contractuel, qu'au niveau technologique, puis souvent les aider à évoluer leur modèle d'affaires. Par exemple, il y a des compagnies qui ont seulement leur cloud et c'est la seule façon d'opérer. Bien, peut-être que pour une compagnie comme Manuvie, ça ne fonctionne pas. Donc, les amener dans un modèle où justement, ils vont mettre leur technologie dans notre environnement, où nous, on a des contrôles, par exemple, qui sont plus sécures. Donc, il y a une panoplie de différentes options qui s'ouvrent quand on travaille avec ces petites entreprises-là. Puis, je pense que c'est des relations qui sont symbiotiques, dans le sens que je pense qu'il y a un bénéfice pour ouvrir la porte aux grandes entreprises, mais aussi pour nous d'apprendre des choses qui sont au niveau de l'agilité, technologie, etc. Mais c'est ça du point de vue technologique, puis là, je vais aller à toi, mais le contentieux rentre vite dans l'histoire. Là. Le contentieux, le département juridique rentre vite dans l'histoire, puis il dit, là, il faut que tu fasses attention, il faut que tu y fasses signer un contrat. Moi, je sais, j'ai travaillé avec une grande institution, on a commencé avant qu'il y ait des problèmes. On avait un contrat, la partie cybersécurité, c'était 3 pages, puis quand on a fini, il y en avait 11 pages, parce qu'il est arrivé un gros événement dans cette organisation-là, puis il était à 11 pages. Chez vous, le PL64, ça va venir vous impacter aussi dans ce sens-là, là, j'imagine, Isabelle. On en a beaucoup parlé à notre comité des sciences de la vie parce que les entreprises, justement en sciences de la vie, ils ne prennent pas ça à la légère, là, la protection des renseignements personnels ou, qui leur sont confiés. On a besoin d'une approche là, comme équilibrée entre la protection des renseignements personnels, mais aussi une utilisation là, pour tout ce que j'ai mentionné précédemment. On veut pouvoir les utiliser de façon raisonnable pour pouvoir faire de l'évaluation en milieu réel de soins. On ne peut pas juste continuer à faire de la recherche dans un laboratoire. Il faut vraiment évaluer comment ça se passe directement dans la population. C'est ce qu'on appelle le real-world evidence. Là, c'est très, très important pour nous autres. Donc, vraiment, puis le dernier point aussi, on regarde, il y a plusieurs déjà juridictions qui utilisent les données pour faire des ententes basées sur la valeur. On parle du Royaume-Uni, on parle d'Israël, qui sont très forts pour l'accès aux des données en santé. Mais plus près de nous, même l'Alberta, l'Ontario, déjà, eux autres aussi, ils travaillent avec ça. Donc, arrêter de juste payer pour un traitement parce qu'il faut assurer la pérennité du système de santé, comme tu mentionnais, là, c'est la moitié de notre budget. Donc, il faut vraiment se baser sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionnait pas, comme je disais, puis faire des ententes et faire du partage de risques, qu'on appelle, sur des traitements ou des technologies qui fonctionnent. Avant d'aller à la période de questions, on se comprend, là, on a parlé de la cybersécurité, on a parlé des données. Tout ce qui est au centre, c'est les données, c'est ce qu'on possède, les documents qu'on possède. Il faut les protéger. On dit, attention, il y a des cyberpirates qui peuvent être intéressés à ça. On dit qu'on pourrait l'utiliser pour la valoriser. Puis, je vais faire du pouce avec ce que dit M. Cléroux dans sa présentation, que les technologies vont aider énormément. Et entre autres, valorisation des données, c'est une des choses qui va aider. On se fait dire par le gouvernement avec le PL64, ben oui. Puis l'esprit du ministre, quand il présentait en commission parlementaire, c'était de dire, ben on veut protéger les données des citoyens. C'est la protection des renseignements personnels. Faut arrêter les cow-boys avec ça, mais on va travailler avec les entreprises et le gouvernement aussi pour bien mettre ça en place. Ce qui arrive, par contre, c'est, puis tu en parles puis c'est dans les recommandations que tu as fait, Jean-Pierre, c'est que pour arriver là, quand on sort d'ici, qu'est-ce qu'on se dit essentiellement? Bien, il faut se former. Si on était capable, par notre panel, d'être capable de juste allumer l'étincelle qui va faire que vous allez vous renseigner sur ça, cette chose-là, puis la FCCQ va poursuivre là-dedans, là, essentiellement. Formation. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir essentiellement. Là. Tout à fait. Perdre notre naïveté, puis aller chercher de l'information, se doter de ressources à l'interne ou d'aller chercher de l'aide à l'externe. Participer à des événements comme ça avec la communauté d'affaires, apprendre des leçons des autres. Donc, ça fait partie effectivement des conditions de succès pour faire mieux.
Est-ce que je peux ajouter Oui, quelque chose bien en sûr. terminant sur la cybersécurité, justement, puis PL 64? Lors de son discours d'ouverture de la nouvelle session parlementaire, le ministre Legault a parlé de la création d'un ministère de la cybersécurité. Puis je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ah ben oui, Je veux le saluer. il y a une commission parlementaire là, le 24, 23, 24 là-dessus. Oui, c'est une excellente nouvelle. En terminant, une phrase, si vous aviez de quoi à dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce panel-là, chacun, Isabelle, en une phrase? Là, je te prends au dépourvu, hein? Oui, non, mais ma phrase fétiche, c'est pouvoir avoir accès aux données en santé par un fiduciaire, pouvoir interroger des banques de données pour avoir un meilleur système de santé. Puis j'ajouterais, ayez confiance. Ça va se faire correctement. C'est ça. Exactement. Louis? Je dirais la réalité que c'est important de sensibiliser aux enjeux qui existent au niveau de la sécurité des données, là, donc de ne pas justement jouer l'autruche, comme je disais au début. Et toi? Je vais dire deux choses. Un, prendre soin de ceux qu'on interpelle, qui s'impliquent à utiliser nos données, donc s'assurer de prendre soin du lien de confiance qu'on développe. Puis je pense que dans les entreprises, c'est intégrer la sécurité au même titre que les autres grandes activités qui sont le marketing, la finance, la comptabilité, que tu sois petit ou grand. Aujourd'hui, si tu veux poursuivre avec les technologies de l'information, c'est plus un choix. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que s'il n'y en a pas, moi, je vais en avoir des questions. Oui? Alors, merci Stéphane Forget. Tout d'abord, bravo pour cette étude-là. Merci à la FCCQ. C'est un enjeu important qui touche beaucoup d'entre nous. Et encore une fois, on voit que la Fédération est à l'avant-scène. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Deux commentaires. Tout d'abord, vous avez beaucoup parlé de la valorisation de la donnée puis de connaître la donnée. Il y a un exemple que j'aime donner. Le CV d'une personne qui vous l'a envoyé il y a 15 ans, que vous n'avez jamais engagé, puis qui est toujours sur un fichier. Et quand une cyberattaque arrive, vous êtes obligé de lui envoyer une lettre pour lui dire que vous aviez une donnée sur elle, puis elle ne se rappelle même pas que vous envoyez son CV. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, des données qu'on a bien souvent qui ne servent absolument à rien? Comment on fait pour déterminer ce qu'on doit garder, ce qu'on ne doit pas garder? Mais l'autre point pour moi le plus important, on a beaucoup parlé de la responsabilité des entreprises avec la donnée. Quelle est votre opinion sur la responsabilité des gouvernements, des forces policières, les moyens qu'ils se donnent pour appuyer les entreprises qui sont victimes d'attaques? Je suis certain que si on a une attaque dans le temps des fêtes, si vous appelez dans un corps policier, je ne suis pas certain qu'il va y avoir quelqu'un pour nous répondre dans les jours qui suivent, pour essayer de nous appuyer. Alors, qu'est-ce que vous avez comme opinion sur le rôle des gouvernements pour accompagner et appuyer les entreprises? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre. Moi, êtes-vous capable de répondre à ça? Parce que moi, je peux répondre à Stéphane. Je peux Vas-y, peut-être juste Louis. un commentaire. En fait, je pense que autant qu'au niveau privé, on essaie de minimiser l'utilisation de données personnelles, je pense que c'est un rôle du gouvernement de faire quelque chose un peu d'emblée. Si on pense aux permis de conduire ou aux pièces d'identité, qui ont beaucoup plus d'informations qui sont souvent nécessaires à une transaction dite, puis on parle par exemple du passeport COVID, exemple, où on a besoin de pièces d'identité, mais dans la pièce d'identité, ça dit beaucoup plus que prouver mon identité, ça vous donne ma date de naissance, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi un aspect, si on veut vraiment sécuriser, de minimiser l'utilisation des données, puis peut-être faire un peu la promotion de justement l'identité digitale, un peu les bénéfices que ça a, donc de minimiser. Donc, une preuve d'âge, ça peut tout simplement être un oui ou non. Est-ce que j'ai l'âge pour faire activité X? Tu n'as pas besoin d'avoir ma date de naissance pour ça ou d'avoir des données personnelles sur moi au-delà de savoir ce que j'ai. Est-ce que je peux prouver que je rencontre les contraintes? Donc, je pense qu'il y a un rôle du gouvernement au niveau des données de promouvoir justement des méthodes plus sécures d'information versus certaines des méthodes qui existent depuis très longtemps, là, qui n'ont pas nécessairement la sécurité nécessaire. Donc, c'est mon commentaire là-dessus, Alain. J'ajouterais au PL 64, il y a aussi un autre PL qui était c'est le PL 95. En fait, le PL 95, puis je vais essayer de simplifier puis vulgariser, c'est la réponse du gouvernement qui dit comment moi je vais gérer mes données à l'intérieur du gouvernement par rapport au PL 64. Donc, une des choses, des représentations qu'on a fait par rapport au gouvernement, c'est de dire, attention, si vous êtes trop restrictif pour le PL 95 et comment vous allez le mettre en application,
bien, ça se pourrait que les compagnies, pour se mettre au diapason du gouvernement, disent j'applique exactement ce que fait le gouvernement, puis à ce moment-là, bien, je ne me ferai pas taper ses doigts pour le PL 64. Ça, c'est une des choses qu'il faut savoir. Donc, le gouvernement s'implique. Il faut se rappeler aussi que le PL 64, ça a été pensé beaucoup par des gens avec l'esprit gouvernemental et non pas toujours avec l'esprit, oui, l'esprit entrepreneurial était là, mais comment on applique ça? Puis il y a un problème avec le PL 64, c'est que c'est la Commission d'accès à l'information qui va nous donner essentiellement la façon de le faire. Là, je dis bien des choses. Là. Le PL6, qui est le nouveau PL, vient tout ramasser ça, c'est qui dit je veux faire un nouveau ministère avec la cybersécurité et au niveau du numérique. Il faut se rappeler que le ministère, c'est un ministère qui va s'occuper de ce qui se passe dans le gouvernement. Il y a quand même des dispositions dans ce PL-là qui dit qu'au niveau de la cybersécurité, il va essayer de donner le ton. Donc, pour pouvoir que le gouvernement puisse fonctionner avec ça, il faut aller voir le ministère de l'Économie, qui est toujours notre meilleur ami, essentiellement pour les industriels, et dire donne-nous de l'argent pour essayer d'aider nos entreprises pour la formation par rapport à ça. Ils réfléchissent tous à ça, là, essentiellement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Stéphane, mais c'est un peu ça l'histoire, essentiellement. Mais on a cheminé énormément au gouvernement. Moi, je suis tout à fait en accord, comme Isabelle a dit, qu'ils mettent un projet un ministère parce que ça dit essentiellement, puis que je vais répéter les paroles du ministre, bien, il y a quelqu'un qui va se lever à tous les matins puis qui va penser juste à ça. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le monde du numérique, essentiellement, dans son ensemble. Autre question? Oui. Un aspect de la question de M. Forget que je ne suis pas sûr qu'on a répondu, que j'avais bien entendu, moi. En cas de problème réel d'une entreprise, quelle aide peut-elle recevoir, puis quel recours ils ont accès? En fait, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est clair quand on se fait attaquer. Je prendrais un exemple d'une compagnie qui m'a appelé, qui, elle, s'est fait hacker dans une chaîne de courriel, essentiellement dans une chaîne de courriel. Le pirate s'est immiscé dans la chaîne de courriel entre la compagnie et son fournisseur. Il a fait un transfert de 200 000 au fournisseur. Et là, la Sûreté du Québec a été interpellée, Interpol a été interpellé. Ils ont réussi à geler l'argent dans un pays quelconque. Et là, c'est sûr que là, on est dans un mode, ça suit son cours. Et de l'aide, la seule aide, c'est de prendre un avocat qui va parler à un avocat, qui va être capable de dégeler l'argent là-bas. C'est l'enfer quand ça arrive aux gens, essentiellement. Il se fait tellement d'attaques là, que le gouvernement, les policiers ne peuvent pas suivre tout ça, là, essentiellement. Donc, il faut se mettre un plan, prendre nos données, les mettre, comme on a dit aujourd'hui, faire l'inventaire des données sensibles, le mettre à l'abri, prendre les données, puis là, je vais reparler des données backup aussi, là, que tu disais tantôt avec tes CV, mettre ça à un endroit pour que ça soit sécurisé, puis faire un peu comme la méthode catastrophe. Hein, on passe au feu, comment on repart nos systèmes essentiellement. Pour la question des données que tu avais avant, il y a quand même des discussions à savoir. Je ne pense pas que la CAQ, puis là, on est encore avec la Commission d'accès à l'information qui va donner les règles qui devraient arriver dans les prochaines années, la prochaine année en tout cas. Ils ne viendront pas sur tes backups. Il ne faudra pas, parce que là, ça peut devenir des coûts astronomiques pour toutes les entreprises de reprendre toutes les cassettes de backup puis d'éliminer la donnée là, essentiellement par rapport à ça. Ce que veut l'esprit du PS64, c'est de dire, tu n'as plus besoin de cette donnée-là, tu l'élimines. Puis on appelle ça des calendriers de conservation là, qui dit que quand on a fini, on est capable de l'éliminer, cette donnée-là, plutôt que la laisser sur nos serveurs. Donc, c'est juste de dire, soyons plus responsables quand on manipule cette donnée-là. J'ai dit tantôt
Clive Humby qui disait que c'était le nouveau pétrole, mais l'ancien président de Research in Motion disait que c'est comme du plutonium, essentiellement. Il faut le manipuler avec soin, essentiellement, parce que ça peut faire des dégâts. Donc, c'est dans ce sens-là que l'esprit vient dire qu'il faut s'occuper, avoir un plan, puis être conscient de ça. Puis c'est une des choses qu'il va falloir que tout le monde ensemble, les gouvernements, mais aussi la fédération et toutes les autres organisations, qu'on soit capable d'informer nos entreprises. Puis les chambres de commerce sont au premier plan parce que vous êtes de proximité avec ça. Je peux juste rajouter un point, Oui. juste rapidement, sur la conservation des données. Il y a aussi l'aspect, justement, vu la valeur des données, que ça peut être une liability, comment on dit en français, une responsabilité pour les entreprises de garder des données qu'ils ne devraient pas garder. Donc, c'est souvent dans le meilleur intérêt des entreprises d'avoir des politiques qui fonctionnent et justement qui purgent les données au bon moment. Parce que justement, si vous vous faites attaquer, puis vous avez des données des 20 dernières années, c'est évidemment beaucoup plus dommageable que si vous avez des données juste des 5 dernières années. Donc, évidemment, il faut balancer aussi nos obligations en tant qu'entreprise, de préserver certains types de documents pour une période déterminée. Mais je dirais la conservation des données, puis la destruction des données est vraiment un aspect clé du cycle de vie. Il y a un an ou deux, ça a été publicisé. Là, il y a une entreprise en technologie qui avait fait un projet avec l'Association des policiers de la Sûreté du Québec, je pense que c'est l'association. Et il y avait encore les données sur leur serveur, puis il y a un hacker qui était chercher ces données-là. Donc, ils ne devaient plus les avoir. Il aurait dû les détruire à la fin. Souvent, si on prend les bonnes pratiques gouvernementales, ils te font signer un formulaire, puis les grandes entreprises font signer un formulaire, disant quand tu as fini avec mes données, tu les détruis. Ouais. Donc, puis tu m'envoies une confirmation que tu les as détruits. Dans nos politiques de certification, là, c'est inclus aussi le délai d'hébergement de l'information, la politique d'anonymisation ou de transfert d'information. Donc, il y a une durée de vie aux données. Effectivement, ce n'est peut-être pas un réflexe qu'on a pour tout l'ensemble des données. Monsieur donnait l'exemple tantôt d'un CV. Peut-être qu'on aura avantage à sensibiliser à travers les formations les entreprises, qu'il y a beaucoup d'informations, des fois qu'on ne pense pas, qui sont sensibles, qui devraient avoir un délai de vie déterminé, puis une politique aussi. Puis il y a l'autre aspect aussi, on parlait des... est-ce que le gouvernement peut intervenir? Il y a toute la notion aussi de la divulgation. Ce n'est pas facile pour une entreprise, quand il arrive un pépin, de divulguer aussi. Puis ça, l'importance de la divulgation puis de la collaboration, je pense encore que c'est des éléments qui auraient avantage à circuler puis à informer nos entreprises de ces éléments. Pratico-pratique, tu te fais défoncer. Je donne l'exemple, là, tu te fais défoncer, il y a une fuite de données. Le PL 64 dit que tu dois le divulguer, c'est ça que ça dit essentiellement. Et là, tu as le choix, puis entre une grande entreprise et même des petites entreprises, tu as le choix de dire, je vais le dire, je vais appeler tous mes clients, je vais le dire, puis là, tu perds ta clientèle. Ça c'est un risque possible. Ou je ne le dis pas, mais là, je peux me faire. Puis là, ben c'est souvent, c'est ça qu'ils essayent de résoudre, de dire, essayez en amont de vous protéger comme il faut pour que ces décisions-là ne soient pas une décision juridique ou une décision commerciale, essentiellement. Et on n'est pas les premiers. Là. Le PL 64, c'est un projet de loi qui ressemble à plein de projets de loi comme ça qu'il y a à travers le monde. Quand on a regardé lors du mémoire, il y avait 113 juridictions qui allaient dans le même sens que ça. Puis c'est basé sur le RGPD, européen. Par rapport au CV, on a le droit de les garder, les CV, pas obligé de les détruire. Il faut que tu les protèges, par contre. C'est ça qu'on dit là, dans le PL. Si tu as eu consentement de recevoir le CV, tu l'utilises comme une banque de CV, tu peux le garder, mais protège-le. En général, les RH protègent leurs données. Essentiellement, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça, mais il faut les protéger. Autre chose à ajouter, Jean-Pierre? Dans le rapport, on souligne que quand il y a une cyberattaque puis qui a fonctionné, fait que, il y a des bénéfices à la divulgation. Parce que
ça va permettre à d'autres organisations d'apprendre, de voir ça a été quoi les vulnérabilités, que ce soit technologique ou humain encore. Mais puis dans le rapport, une des recommandations, c'est de mettre ça en commun. La France, la Belgique le fait, ils ont des bons exemples. Parce que si ça reste secret, il y en a plein d'autres qui vont se faire avoir par les mêmes façons. Là. Et dites-vous qu'un cybercriminel, on a vu des cas comme ça, le cybercriminel vous attaque, pogne les données, vous demande une rançon, vous payez la rançon. C'est pas un contrat comme avec une autre compagnie. Il peut faire ce qu'il veut après ça là, avec les données. Fait que dites-vous qu'on appelle ça du double dipping, total dipping. C'est qu'il va leur vendre à un autre cybercriminel, puis souvent, c'est des données de tes clients qui va essayer d'attaquer tes clients. Fait que là, tu es dans un marasme incroyable. Tu es en train de négocier avec le cybercriminel. En même temps, il faudrait que tu divulgues ça à tout le monde. On va avoir un problème opérationnel là-dedans. Puis c'est pour ça qu'il faut s'en occuper, puis il faut former nos gens comme il faut pour savoir comment on réagit. Puis je reviens, comme je disais tantôt, il va peut-être manquer de pompiers pour t'aider là, quand le feu est pogné. C'est une des choses. Il nous reste 20 secondes. Oui, allez-y. Bonjour, Cassie Bernier, présidente de la Chambre de commerce de Trois-Rivières, mais également propriétaire d'un bureau de notaire et avocat. Et ça se veut en fait un commentaire en réponse à la question de monsieur. C'est vraiment un domaine qui est nouveau. On l'entend, l'importance est de plus en plus là. On en parle de plus en plus. Moi, le commentaire que j'ai à faire, c'est vraiment de ne pas hésiter à interpeller vos bureaux d'avocats respectifs parce que c'est un domaine pour nous qui est extrêmement nouveau. On est en train de se spécialiser là-dedans. Je pense que tous les grands cabinets d'avocats auront à le faire aussi. Donc, en réponse à la question de monsieur, quels sont les recours? Je pense qu'actuellement, c'est assez... on est dans une zone grise, donc nous, comme toutes les autres entreprises, on a des problématiques au niveau de la main-d'œuvre, on a des choix à faire. Donc, si on est interpellé beaucoup par notre clientèle au niveau de l'importance de ces recours-là, je pense que c'est là où on va développer différents secteurs. Donc, mon commentaire, ça se veut un petit advice là, à tous, de dire communiquez avec nous, avec vos bureaux d'avocats, vos conseillers juridiques. Je pense que la solution sera là dans les prochaines années, mais pour l'instant, je pense qu'on est encore dans une zone grise. Merci. Si je peux me permettre un dernier mot. Si on a réussi à vous sensibiliser, puis qu'en sortant d'ici, vous allez aller chercher plus d'informations, bien, je pense qu'on a eu un bon panel. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.